La santé des femmes est un sujet dont on parle de plus en plus. Ou peut-être que c'est juste moi qui le remarque. Mais il suffit de tendre l'oreille. La ménopause, la rééducation du périnée, la césarienne, la santé mentale, le cancer du sein, tous ces sujets, qui sont longtemps restés dans l'ombre, sont aujourd'hui en train de prendre leur place dans le débat public. Et au-delà des sujets, il y a des voix. Et certaines histoires sont si puissantes qu'elles deviennent des leviers de transformation. Celle que vous allez entendre aujourd'hui en fait partie. Notre invitée est à la fois experte en santé, ancienne patiente, leader d'opinion et engagée de manière concrète dans la refonte des parcours féminins en santé. Après une épreuve personnelle bouleversante, un cancer, elle a choisi de mettre son expérience au service de l'action. Et elle travaille aujourd'hui chez GE Healthcare en tant que responsable produit international en mammographie et milite activement pour un système de santé plus humain, plus accessible, plus juste pour les femmes. Cécilia, bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite. C'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. C'est un honneur d'être là aussi. J'appelle ça toujours une victoire sur la vie quand je me retrouve comme ça face à une caméra ou sur scène ou comme ça devant un micro avec toi. En plus, tu as fêté tes 10 ans de rémission cette année, donc félicitations. C'est une année particulière. Oui. C'est 10 ans de rémission d'un cancer de sein, c'est une vraie victoire sur la vie. On sait que tous les jours, il y en a une épée Damoclès sur notre épaule, donc c'est cyclique, c'est les 5, c'est les 10 ans. Donc là, les 10 ans, je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal, donc c'est une vraie renaissance, mais je pense qu'on en parlera pendant l'émission. Absolument, c'est très symbolique. Toi, tu as été diagnostiquée, je le disais, d'un cancer du sein à 42 ans, sans antécédent. Est-ce que, si tu es OK, tu pourrais revenir sur ce moment-là, sur ce que tu as ressenti, et puis aussi, on en parlait un petit peu en tant que mère, comment tu as pu gérer ça? Oui. Alors, à 42 ans, on ne s'attend pas du tout à ça. Et c'est vrai que je travaille aussi dans une entreprise, on est supposé protéger les patients par toutes les machines et tout ce qu'on fait. Donc, je me sentais un peu protégée. C'est un peu bizarre. C'est comme une espèce de déni. C'est un peu bizarre comme sentiment, mais moi, je me suis dit que ça ne peut pas m'arriver. À 42 ans, c'est surtout pas possible. Et pourtant, je voyais mon sein changer. Et j'ai osé me palper un jour et j'ai découvert comme un iceberg dans mon sein gauche. Et c'est comme s'il m'avait parlé. Je dirais maximum 2 jours après, j'ai enclenché tout le processus de traitement et d'opération, de chimiothérapie, de radiothérapie. Donc, c'est 9 mois de boulot à temps complet. On parlait de la maternité et je suis ravie. Je suis peut-être pas votre dernier podcast, mais vous êtes une très jolie future maman. Donc, voilà. Donc, là, le rôle de maman et l'annonce en famille, c'est quelque chose que personne ne voudra vivre. Donc, c'est vrai que quand on parle de douleur, d'une compression, d'une mammographie, ça, c'est pas une douleur. La douleur, c'est l'annonce à la famille. Et surtout, se dire qu'on sera peut-être plus maman. C'est une sacrée aventure. Ça, c'est certain. Ce qui m'a particulièrement touchée dans votre histoire, c'est que vous avez vraiment tenu à d'abord documenter puis la raconter sous différentes formes, sous une forme de blog, donc à l'écrit, en podcast, donc en audio, évidemment, je suis particulièrement sensible, mais aussi avec un livre d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quand tu as commencé à faire ça et pourquoi tu en as ressenti le besoin et surtout pourquoi, en fait, c'est pas vraiment pour toi que tu l'as fait? Oui. Chaque femme qui est diagnostiquée d'une maladie un peu grave comme ça s'exprime différemment par l'art ou par l'écriture, ou se met à faire de la musique ou tricoter, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Et moi, je sentais le besoin d'écrire pour que mes filles puissent le lire peut-être après, de se prendre soin d'elles. C'est une espèce d'éveil à la santé, de prendre soin de soi et de bien comprendre ce qu'on ressent et ce qu'on vit à travers des mots. Il y a des pages où j'ai gribouillé que des gros mots et d'autres où j'ai dessiné des soleils, et d'autres où j'ai vraiment exprimé ce que les docteurs m'ont dit ou ce que j'ai ressenti, des douleurs, etc. Donc j'ai écrit pour moi au début, sans le savoir. Une fois retournée au boulot, on m'a dit « Cécilia, toi, tu as vécu un truc, tu veux pas nous raconter un peu On travaille sur un projet de la salle d'attente. » Et en fait, j'ai sorti mon journal et j'ai commencé à regarder de plus près vraiment ce que j'avais écrit. Et je me dis « Mais en fait, c'est pas possible. » Donc, j'ai passé un certain temps à prendre
tout ce que j'avais écrit, à faire des statistiques sur le nombre de kilomètres que j'avais parcourus entre les différents sites. Combien de mains m'ont touché, combien de fois j'ai ouvert des enveloppes avec des résultats seuls, combien de fois j'ai eu peur, combien de temps en jour j'ai attendu des résultats, et combien de rendez-vous que j'ai pu prendre moi-même. Donc, je suis arrivée à plus de 500 rendez-vous avec déjà les thérapies, les rendez-vous à domicile, me panser les plaies, les reconstructions, les prises de sang. Enfin, c'est un parcours de combattant. Et c'est pour ça que ce livre est devenu mon livre d'or, parce que c'est ça qui m'a un peu amenée où je suis aujourd'hui, c'est en fait les statistiques et la vraie vie des femmes quand on vit un cancer de sein, et que même étant les soignants parfois, des fois on me regarde, genre, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et donc je dis, c'est là-dedans. Et c'est vrai que tout le monde s'étonne de voyage et qu'on regarde jamais ces toutes petites quelque chose, mais qu'en fait, ça fait une très, très longue histoire et qu'on sait aujourd'hui qu'on peut réduire et changer. C'est un long cheminement. Même. C'est un long cheminement. Et effectivement, à force de se retrouver dans ces salles d'attente, oui, j'ai écrit beaucoup et c'est ce que je te disais, c'est que chaque mot après, quand j'allais mieux et que quand j'allais dans mes rendez-vous de suivi, j'écoutais toutes ces femmes parler entre elles. Je me dis, mais c'est pas possible. Elles se posent encore ces questions-là. Ça veut dire que personne ne les a raconté ça ou indiqué de manière proactive, parce qu'on sait que l'information proactive et l'éducation proactive changent la perception sur la douleur. Donc je dis, mais il faut absolument que les femmes, elles s'arment avec cette information pour mieux gérer, pour devenir actrice, parce qu'on va beaucoup mieux et on arrive à accepter beaucoup plus facilement. C'est pour ça que chaque mot que j'écris, en fait, c'est pour elle. Donc, vous verrez toujours, toi et les autres, vous verrez toujours pour elle, parce que c'est vraiment pour elle, pour qu'elle sache que peut-être que si vous faites ça, vous irez peut-être mieux. Vous aurez moins de effets secondaires ou arriverez à communiquer plus positivement et pas se victimiser, parce que ça empire tout. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as apporté aujourd'hui dans le studio? C'est des blog posts qui sont imprimés? Oui. Ça, j'ai dit parfois à nos clients ou aussi aux associations, je voudrais que ça soit dans toutes les salles d'attente, parce que quand on est dans les salles d'attente, souvent c'est des vieux magazines que personne regarde ou des vidéos, certes d'informations, mais où ça part, on n'arrive pas à lire le texte, où ça va trop vite, donc on n'arrive pas à s'éduquer. Donc, moi, je voudrais que ça soit diffusé, soit digitalement, soit sur papier. Donc, c'est des blogs. Pourquoi surmonter la peur d'une mammographie, par exemple, et les raisons pour jamais louper un rendez-vous. Parce qu'en 2 jours, ça peut devenir vraiment beaucoup plus méchant. Beaucoup de rendez-vous. On a beaucoup, exactement. Le cerveau qui est fatigué. Et là, j'en ai une de Nora qui écrit aussi aux mamans. Maman, n'oublie pas ta maman, parce qu'elle a bien vu que, voilà, on peut changer la donne quand on est actrice. Et c'est Nora, ta fille, qui a écrit. Oui, elle avait 14 ans. Et je n'ai pas changé un mot, donc je suis ravie de le partager après, oui. C'est vraiment les paroles d'une jeune femme. Tu nous parlais de chiffres par rapport au parcours médical. Est-ce que tu te souviens d'autres chiffres? Tu m'as dit plusieurs centaines de lettres ouvertes. Est-ce que tu te souviens du nombre de kilomètres que tu as parcouru? Oui, alors j'ai parcouru plus de 3000 kilomètres entre les différents sites, entre les différents traitements. Les experts sont tous éparpillés un peu à droite à gauche et c'est à nous de se déplacer. Donc on va sûrement parler de la centricité ou la personnalisation de parcours. Donc, ça, on est très loin de ça et ça existe encore beaucoup. J'étais traitée en France et j'aime beaucoup la France. On a beaucoup de chance. Mais il y a des choses à faire ensemble, ça c'est sûr, pour raccourcir tout ce parcours de combattant. Comment cette épreuve personnelle a influencé? J'ai l'impression que ça a profondément influencé ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça l'a fait? Oui, alors j'ai toujours eu des postes un peu sympas au sein de General Electric, mais c'est vrai que quand je suis revenue, je me suis ennuyée parce que je me disais je ne suis plus faite pour ça. Certes, on parle de croissance et d'être une espèce de petite machine de guerre pour conquérir de nouveaux marchés, etc. Donc j'avais quand même cette petite graine en moi. Comme j'ai vu de ce qui se passe de l'autre côté, comme j'ai aussi pu connaître, je connais l'écosystème de nos clients, comment ça fonctionne dans les cliniques ou les hôpitaux, les limites, mais aussi les opportunités. Je connais mon entreprise très bien, notre portefeuille de produits, je connais nos opportunités et limites aussi, et surtout, je connais la vie de femme. Et je me suis dit, mais en fait, plus personne ne pourra me raconter des histoires parce que je pense qu'on peut faire les choses différemment. Donc, c'est pour ça que dans mon entreprise, j'ai frappé à toutes les portes. Je me suis formée à un nouveau métier, à faire autre chose parce que je voulais combiner tout ce que je sais faire
en incluant la voix des femmes. Parce que la voix des femmes ou des patients, peu importe les maladies, en fait, ça commence par ça. Et les innovations, c'est en fonction de la voix des femmes et des patients. Et donc, je l'ai intégré un peu dans mon entreprise comme un standard un peu nouveau. On avait déjà commencé autour de quelques innovations à le faire, autour de la mammographie, mais en fait, après, il s'agit d'intégrer la mammographie dans un parcours personnalisé et où on le raccourcit. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des one-stop shops ou des concepts diagnostiques en une journée, comme des Gustave Roussy ou comme d'autres sites à Paris et dans le monde d'ailleurs. Donc, on travaille vraiment sur la vraie vie des patients et on essaie de l'améliorer avec la technologie, l'éducation, l'intelligence artificielle et tout ça. Et ça, j'ai envie de porter ces messages-là qu'on peut le faire plus rapidement si on collabore différemment ensemble. Tu dis, ce cancer, il ne m'a pas défini, il m'a révélé. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? C'est dans le sens où je suis devenue quand même quelqu'un d'autre. Mais je me sens tellement plus riche en connaissances et en... J'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible, parfois peut-être trop sensible. Ah non, on n'est jamais trop sensible. Oui, non, je sais. Mais après, dans un certain milieu, des fois, il faut laisser ça un peu de côté. En France, on dit beaucoup ça. Ouais. C'est trop sensible. Oui, je sais. Mais cette partie un peu empathique, et je me suis dit, si jamais je travaille plus un jour, je vais ouvrir un EHPAD. Donc là, en fait, je peux combiner un peu mon esprit d'entreprise, un peu femme active, avec cet esprit d'humanisation et voilà. Donc, on est dans une grande entreprise que j'aime beaucoup et qui me permet justement de m'exprimer telle que je suis vraiment comme ça. Donc c'est pour ça que je suis très chanceuse et je compte bien continuer à utiliser mon entreprise. Ils le savent que je dis ça, que je vous utilise pour atteindre les femmes, accompagner les associations qui sont à l'extérieur, qui apprécient l'idée d'avoir une espèce de Louvre dans la bergerie, dans un fabricant d'équipements médicaux comme nous, par exemple, parce qu'il faut des actrices et dedans et dehors. Donc, oui, je suis complètement passionnée par la santé de la femme et tout ce qu'on fait. Donc, ouais. Il y a quelque chose qui m'est venu en discutant avec toi, c'est que, tu sais, on dit souvent, avant, après la maternité, on devient une autre personne et il y a souvent, par exemple, beaucoup de femmes qui veulent changer de métier, etc. Et du coup, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle. Est-ce que tu dirais que le cancer du sein, c'est une expérience qui transforme autant que la maternité? Ou c'est peut-être un peu maladroit de ma part de dire ça, mais je veux dire au niveau du mindset et au niveau de la what keeps you going. Oui, non mais tu as vraiment raison, parce que la maternité, on se dit, oh là là, il y a d'autres priorités dans la vie, maintenant je suis maman, je suis responsable, on change un peu l'agenda, on essaie d'alléger les choses, on apporte... on relativise beaucoup de choses différemment, et après un cancer de sein, c'est vraiment, c'est pareil. Encore une fois, je le répète toujours, je peux parler que de ce qui fonctionne pour moi, mais moi je sais que le travail, c'était un moteur important pour se sentir utile dans la vie sociale, et parce qu'on a l'impression que la vie passe dans un train TGV, alors que nous, on est à la maison, on se dit, mince, toute la vie passe devant ma fenêtre, je suis dans le train, donc ça m'a transformée dans le sens où je sais que je ne peux pas faire autrement aujourd'hui, je ne peux pas faire autre chose. Et je devrais peut-être me calmer, je devrais peut-être alléger mon agenda, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Heureusement que tu le fais, parce que c'est ça aussi qui fait que tu t'engages tous les jours pour la santé des femmes. Oui, mais imagine, avant j'étais une espèce de bureau, un petit rat de bureau derrière l'ordinateur, à faire des statistiques, à faire des campagnes, à faire travailler des chiffres, etc. Imagine qu'un cancer de sein me projette comme ça où je suis aujourd'hui. Enfin là, avec toi, à faire un podcast, aller voir des femmes. J'étais en Guyane il y a quelques semaines. On s'est dit, on va mettre un système de mammographie sur une pirogue, même si on ne peut pas, mais on a plein d'idées pour aller sauver la vie des femmes partout. Là, je travaille sur des projets en Roumanie, par exemple, il n'y a pas de programme de dépistage, mais déjà plus proche de chez nous en France, 50% des femmes ne vont pas faire leur dépistage alors que c'est gratuit. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on essaie d'équiper des unités mobiles, etc., pour aller voir les femmes, de vraiment vivre derrière les deux mots de aller vers, qu'on entend là par le ministère de la Santé. Donc, il faut le faire, pas juste le dire. Donc là, on est à fond sur augmenter l'accès aux femmes dans les quartiers un peu difficiles.
à la campagne. Et il faut vraiment se retrousser les manches parce que c'est pas facile, mais Il y a du travail. il y a du travail, mais on y arrive. On a des très bels exemples aujourd'hui en France. Et donc, on essaie de s'adapter à la volonté des femmes de ne pas forcément aller dans des cliniques ou parce que ça a l'odeur, parce que c'est associé peut-être à la mort ou une mauvaise expérience. Donc, du coup, ouais, on essaie de tout faire pour enlever la barrière, toutes les barrières qui existent entre les femmes et d'ailleurs les hommes, entre leur santé et l'aide qu'on peut leur donner. Justement, tu parlais de patient centricity. Oui. Donc, comment le dire en français? Enfin, le fait que tout est pensé autour du patient. En Oui. quoi la collaboration avec les patientes, les associations change la manière de concevoir des solutions en santé? Parce que c'est les patients, les experts. C'est les patients qui vivent ça de l'intérieur. Et en France, il y a l'Institut français de l'expérience patient qui éduque tout le personnel hospitalier, les cliniques. C'est une vraie culture, hein, l'expérience patient, et c'est le même concept que la personnalisation de soins et la centricité. C'est vraiment de repenser l'éducation faite aux professionnels de santé sur la prise en charge des patients, leur parcours. Par exemple, on sait que c'est très difficile d'avoir les femmes au rendez-vous parce qu'on est très occupé, parce qu'on est le premier rôle des aidants, on est maman, on travaille, on court partout. Donc, prendre soin de nous, on ne prend pas le temps. Donc, la centricité, c'est par exemple d'aller vers, c'est d'équiper des unités mobiles, d'aller vers là où elles sont sur le lieu de travail. C'est peut-être profiter quand tu viens pour une mammo de faire peut-être un dépistage de col d'utérus, des frottis par exemple en même temps. On entend parler de cœur des femmes. Donc pourquoi pas faire en sorte que on leur donne le temps, une demi-journée au travail pour vraiment aller faire tous les tests qu'il faut faire. Tout le check-up en même temps. Donc c'est juste une question de se réorganiser un peu. Ça me paraît tellement facile comme ça à le dire, mais certains lieux vraiment refont tout le design de toute leur clinique ou du département de scénologie, etc. Donc, on fait tout pour attirer les femmes et qu'elles restent un petit moment pour faire le check-up complet. Ouais, j'ai toujours trouvé ça fou, mais il y a une étude du CSA avec Femmes de Santé, un baromètre des femmes et de leur santé. Et exactement ce que tu dis, c'est que chaque année, je me rends compte à quel point les femmes sont celles qui prennent soin des autres, de leur famille, etc. Oui. Mais elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Et je trouve ça fou. Et c'est bien que si ça pouvait changer. Le dépistage, c'est un sujet que tu abordes toujours de manière très instinctive. Est-ce que tu peux nous expliquer, même si ça paraît un petit peu évident, mais pourquoi c'est si important ce sujet du dépistage? Et aussi, tu as participé au développement de solutions comme Théodora. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui. Alors, il y a plusieurs manières de prévenir une maladie. Donc, quand on parle de l'éducation faite aux femmes, c'est déjà qu'elles connaissent bien leur corps à la base de la base, c'est-à-dire se palper régulièrement, parce que ça, on peut pas le faire pour elles. Mais c'est vraiment d'être conscient de son corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut éduquer les jeunes filles dès le jeune âge. Après le dépistage, franchement, en France, c'est gratuit. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a, parce que ce n'est pas le cas ailleurs. Il y a des pays où il n'y en a même pas de programme de dépistage, toutes maladies confondues. Donc là, si on parle cancer de sein, pourquoi se faire dépister? Et pourquoi aussi, si quelqu'un te dit, admettons que tu es chez toi, tu sens que quelque chose ne va pas, peut-être à 35, 40 ou 42 ans, on se dit, bon, c'est cancer, c'est 50 ans, mais non, ça descend dans des âges très, très jeunes. Donc, il faut insister. Si on sent quelque chose, que je veux être vue par médecin, je veux une échographie ou je veux une mammo. Si on n'est pas actrice soi-même et qu'on attend les programmes de dépistage, il faut respecter les dates. Il faut prendre son petit papier, aller prendre rendez-vous. Parce que pris tôt, ça change toute la donne. Parce que quand c'est pris trop tard, c'est une toute autre aventure. Parce qu'un cancer de sein qui est pris tôt, je sais que je suis un peu provocative quand je dis ça, mais je pense que c'est plus compliqué de se fouler un pied ou avoir le pied en plâtre quelques mois que d'avoir une opération pour un tumeur dans un sein. C'est un peu, voilà, je suis un peu provocative quand je dis ça, mais il ne faut pas avoir peur de prendre rendez-vous. On a peur des résultats, mais ça change toute la donne. Entre une chirurgie
ou tout le kit, qui veut dire la chimiothérapie, la radiothérapie, la reconstruction, les mastectomies, la perte de lien social. Ça n'a rien à voir d'être pris tôt que d'être pris tard. Et que le cancer, quand on parle des cancers métastatiques, là, c'est le stress de se dire que moi, je vais vivre avec ce stress-là toute ma vie. Mais quand c'est pris tôt, on laisse un cancer de sein derrière soi. On n'est pas comme moi sur tous les fronts, tous les jours à parler de ça, parce qu'on ne peut pas le mettre de côté, enfin, à mon sens. Donc, oui, le dépistage, c'est très tôt. Et il faut attirer la femme par tous les moyens. Si je peux parler des solutions, par exemple, on essaye de changer la crainte de la mammographie. Par exemple, chez nous, on a dessiné une très jolie, un très beau système avec des petites lumières perlées, on dirait un bijou, où la femme peut même participer à sa compression. Et tout ça, c'est fait pour distraire les femmes, pour qu'elles rentrent chez elles, se disent, finalement, c'était pas si mal. Regarde, j'ai même pu participer moi-même à la compression. Donc ça, c'est une manière d'enlever des barrières entre la femme et son dépistage. Évidemment, quand c'est un souci d'accès, Théodora, on essaye de humaniser les noms de nos produits comme Pristina, Théodora. Cécilia, bientôt. Cécilia, Théodora, voilà. Donc, on essaye de faire des duos et des trios pour aller sauver la vie des femmes, mais c'est une solution clé en main parce qu'on veut aussi faciliter la vie à nos clients pour aller sauver la vie des femmes. Donc, oui, Théodora, c'est notre camion qu'on vend. Avec toute la technologie dedans. Plus on a des formidables partenariats avec des fabricants de camions. Donc, je suis dans le business des camions maintenant. J'adore. Oui, puisque tu dis qu'il faut aller vers les femmes, ça me paraît tout à fait cohérent. Oui. Non, le dépistage, vraiment, évidemment, l'éveil à son corps le plus tôt possible. Et le dépistage, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Vraiment. Moi, en t'entendant, Cécilia, j'ai l'impression que la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais tous les jours, c'est pour sauver des vies, qu'il y a vraiment un côté de ce que tu disais en tout début d'épisode, quand tu annonces à tes filles que tu as un cancer, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui t'anime. Oui, je le répète, un petit peu d'inconfort, une douleur d'une mammo et un dépistage, c'est un peu embêtant d'aller prendre rendez-vous, etc. Mais comparé au moment où il faut essayer à expliquer à nos enfants avec des mots simples que je vais changer, que maman elle est malade, on essaie d'expliquer des billes blanches par rapport à des billes noires qui mangent les... Enfin, on essaye chacun de trouver les mots. Et quand elle demande, mais est-ce que tu vas mourir ? Quand c'est pris tard... tu ne sais pas. Et on ne sait pas, on n'est pas assez éduqué non plus encore pour se dire non, en fait, non, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je le dis dans mes vidéos, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, et comme je suis quelqu'un qui ne sait absolument pas mentir, je ne vais pas dire, mais si, non, mais tout ira super bien. On ne sait pas. Et après, un autre moment qui m'a vraiment marqué, c'était à la veille de ma première chirurgie, quand ils étaient là pour me laisser à l'hôpital et que je me rendais compte que ça y est, ça commence. Dieu seul sait ce qui va arriver. Donc, et quand j'étais sur le balcon et je le regardais quitter le parking, et je me dis, mais moi aussi, je veux rentrer juste regarder la télé, je veux m'asseoir dans le canapé, je veux regarder la télé avec eux ce soir, je vais me dire que tout ça, c'est pas en train d'arriver. Et dans mes blogs, j'ai gardé une photo, j'ai pris une photo quand je suis sur le lit d'hôpital. Et je me souviens du dernier œil, avant qu'ils ferment la porte derrière eux, quand ils m'ont laissé dans cette chambre d'hôpital, déjà la tristesse que je peux lire dans leurs yeux, c'est cette douleur-là qu'on a envie d'effacer. En fait, c'est la douleur le chagrin de ceux qui nous aiment. Enfin, on leur doit, à tous ceux qu'on aime, d'aller se faire dépister. Enfin, je veux dire, on leur doit ça. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que de ne pas prendre soin de sa santé pour les autres. Tu dis que les femmes doivent devenir leurs propres avocates dans le système de santé. Comment on fait ? Et comment on fait, c'est j'ai fait des petites histoires sur ça. On a le droit de juger aujourd'hui si on est bien pris en charge, si... il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font de TripAdvisor, qui mettent des étoiles sur les personnels de soignants. Je ne dis pas que c'est bien de faire ça, mais ça aide à élever les standards un peu, le niveau de soins, parce que l'attitude d'un soignant peut changer
la vie à jamais. C'est-à-dire qu'une femme qui a été maltraitée ou mal reçue, quand on a pris rendez-vous, on va se dire, oh, je retourne pas là-bas, laisse tomber, j'ai autre chose à faire. Oui, notre cerveau encode ces moments-là, il l'oublie jamais. Exactement. Une mammographie qui se passe mal, ils vont se dire, oh non, mais laisse tomber, toi aussi, laisse tomber. Et après, on va communiquer des mauvaises ondes chez nos amis qui vont aussi laisser tomber. Donc, c'est vraiment important de éliminer tous ces petits facteurs-là qui nous empêchent ou qui empêchent une femme ou un patient ou un homme, peu importe la maladie d'ailleurs, de prendre soin de soi. Tu parles d'un véritable biais de genre dans la médecine et dans la recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi tu parles ? Oui. Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout réalisé, ni entendu parler de ça. Et comme on est quand même sur plein de fronts en ce moment, mais je n'avais pas entendu parler de ça. Donc, j'étais invitée à parler avec l'Institut McKinsey sur un événement aux Pays-Bas l'année dernière, en tant qu'experte patiente un peu et sur ce qu'on fait ensemble. Et je devais préparer le sujet sur l'intelligence artificielle en santé. Et je commence à regarder déjà donc, ce fameux rapport de McKinsey que j'invite tout le monde à lire sur la santé des femmes et pourquoi il faut vraiment il faut se réveiller maintenant en fait. Et donc j'ai lu et effectivement ça faisait partie des sujets sur le fait que comme ça coûte assez cher d'impliquer les femmes dans des essais cliniques parce que soit on est ménopausée, soit on allait, soit on a nos règles, soit on n'a pas le temps parce qu'on travaille, etc., etc. Il y a une espèce de shortcut, c'est de plutôt impliquer des hommes ou voire des singes sur des traitements pour les femmes. Et que je comprends, enfin je vais dire, on est là pour sauver la vie des femmes et je comprends qu'il y a des limites et qu'on fait absolument tout ce qu'on peut, etc. Donc c'est pas une critique parce que... Mais ça existe. Et ça m'avait un peu choquée. Ça me choque aussi, parfois j'entends parler des algorithmes d'intelligence artificielle ou comment on l'entraîne sur des données qui ne sont pas féminines, mais à but de traitement ou gérer une maladie de la femme. Donc, des sujets comme ça. Donc, oui, c'est le recrutement et des femmes pour faire des choses pour des médicaments ou des traitements pour les femmes. Donc ça, mais je pense que c'est des sujets qui avancent, mais c'était quelque chose qui était vraiment nouveau pour moi. Et que tout ça, mis bout à bout, si j'enchaîne sur ça, Marguerite, si tu le permets, c'est ce fameux rapport de pourquoi se pencher sur la santé de la femme, au-delà de juste notre santé, c'est que pourquoi se faire dépister, je reviens sur ça, c'est qu'on a un coût incroyable pour la société. Et on a un impact sur le climat. Parce que plus tôt on est dépisté, moins invasifs seront les traitements, moins d'interventions, moins de plastique, moins de gâchis, moins de pollution, moins de kilomètres voyagés quand je pense à mes 3000 kilomètres en voiture. Donc, on n'est pas du tout sustainable quand on est patient. Donc, il y a le phénomène de patient vert. Si tu as envie de regarder ça, c'est vraiment un concept vraiment intéressant où comment on fait pour être un patient vert ? Eh ben, on challenge l'écosystème. Par exemple, je connais une activiste artiste verte qui a eu un cancer de sein qui a dit, quand elle a eu sa radiothérapie, elle a dit que tous les embouts là en plastique, mais je les amène chez moi et je les lave et je les ramène. Et je dis non. Donc elle a décidé de garder dans un sachet tous les plastiques, les gants, les blouses, tout ça des médecins de quelques opérations de cancer de sein. Parce que pris tard, mais c'est des centaines de kilos de plastique. Enfin, donc, c'est une activiste un peu sur tous les fronts. Génial. Mais c'est incroyable. Donc, du coup, ils sont dit, ah bah oui, pourquoi pas. Donc, du coup, elle a fait un deal avec les médecins pour pouvoir ramener à laver évidemment, sans risque de contamination. Mais tout ça, c'est un coût pour la société. Et comme tu dis, c'est justement, on est les premiers aidants, notamment... quand il s'agit d'Alzheimer, etc. Donc, les femmes sont atteintes d'Alzheimer, mais pourtant, on est les premiers aidants. Et pourtant, on passe 25% de notre vie, paraît-il, à ne pas être en bonne santé. Donc, il faut démarrer très, très tôt de prendre soin de soi-même. Donc, l'impact, c'est climatique, économique, au niveau mondial, si la femme ne va pas bien. Je pense qu'il faut aussi éduquer les aidants sur comment on vit aussi nos maladies, parce que tout est un écosystème, en fait. Et on oublie bien souvent les familles. Je ne me souviens peut-être pas une seule fois où quelqu'un demandait, mais votre mari, comment il va lui ?
Donc, j'ai aussi écrit un blog sur ça, sur mon roller coaster de aujourd'hui, mais pas de parfum. Mais si aujourd'hui tu peux, mais en fait, aujourd'hui, je veux des épices. Non, en fait, non, je veux plus d'épices. Je voudrais des bananes. Enfin, voilà. Donc, non, mais c'est l'enfer pour les aidants aussi. Et tout ça, ça a un impact sur, mis bout à bout, même sur le climat. Donc, mais il ne faut pas réfléchir trop loin, parce que sinon, la mission elle devient un peu énorme. Mais bon. Cécilia, on arrive à la fin de cette Oui. interview. Mais avant, je voulais que tu reviennes sur la digitalisation des parcours de soins, parce que c'est un de tes sujets aussi. Et si je ne m'abuse, si c'est un sujet qui te tient autant à cœur, c'est justement parce que ça va dans cette démarche que tu nous expliques depuis le début, d'essayer de simplifier, de rendre plus accessible la santé aux femmes. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui. Alors, depuis tellement longtemps, on sait qu'on a des technologies, on a des traitements, mais si les patients ne sont pas acteurs, informés, eh ben, tout ça, tout le reste a beaucoup moins d'impact sur notre guérison ou sur la prise en charge de notre santé, d'être à l'heure où il faut, quand il faut, avec qui il faut. Il y a 2 week-ends, j'ai participé à un événement qui s'appelle Innov Her, que sûrement tu connais par l'agence Stitou. Je crois que 12 groupes en lice de la finale ont parlé que de la digitalisation, de comment accompagner. Donc, il y avait des applications sur, après le cancer, sur la sexualité, la violence faite aux femmes et surtout la violence faite aux jeunes, donc des applications pour les jeunes. Et nous, on a travaillé sur quelque chose qui me tient effectivement à cœur avec mes petites statistiques, parce que quand on sait le nombre de kilomètres qu'on voyage et que chaque fois on nous demande nos résultats, qu'on trimballe, il faut qu'on garde presque tout le temps sur nous nos images de tous nos examens, nos rapports des médecins, les analyses. Et surtout, un dossier, voilà, on a une valise derrière nous. Et donc, on a vraiment travaillé sur une application qui regroupe le tout, c'est-à-dire, OK, se palper. Ensuite, je suis une femme enceinte, j'allaite, j'ai un cancer, ou je suis chez moins de 50 ans, ou chez moins de 40 ans, j'ai un cancer, ou j'ai peur, ou j'ai ces symptômes-là. Ensuite, j'ai tous mes résultats, où est-ce que je peux les stocker? OK, si j'ai un cancer, si je veux savoir où je peux trouver une perruque, ou comment me maquiller, des produits qui nous protègent lors de la chimio. En fait, on a fait toutes les personas possibles, dans tous les scénarios. Je prends juste l'exemple d'un cancer de sein, mais ça peut exister ensuite pour la prostate. Donc, c'était vraiment j'appelle ça un safe harbor. Donc, c'est un port d'attache où on a tout, au lieu d'avoir 50 applications, on a tout fait dans un seul. Et on a appelé l'application Mamma Mia, et j'espère qu'elle verra le jour, parce que c'est le fruit de travail entre les radiologues, moi-même en tant que patient expert, et aussi les autres casquettes que je peux avoir. Le légal, il y avait des développeurs, des codeurs, on était tous autour de la table, on est arrivé avec une feuille blanche. Il y avait une porteuse de projet, je salue Emma, de Montpellier, qui est une radiologue, qui voulait aussi aider les femmes, parce qu'elle veut aider les patients, mais elle ne pouvait pas, parce qu'on venait pas armé comme il fallait pour qu'elle puisse faire ce qu'il faut pour nous aussi. Donc c'est vraiment une collaboration des 2 côtés, parce que souvent c'est soit que les patients qui font parce qu'on manque de plein de choses, soit c'est les médecins qui font, du coup, en loupe vraiment le point parce que ça ne correspond pas à ce dont on a besoin. Donc, c'est cette collaboration qui doit absolument grandir, c'est-à-dire ne rien faire sans des patients à table. Ne rien développer, ne rien imaginer, ne rien innover. Et je sais qu'il y a des médecins qui ont établi des chartes que je ne participe à aucune conférence s'il n'y a pas des associations dans la salle qui écoutent. Et ça, je voudrais que ce soit partout. Parce que j'ai un peu de mal avec toutes ces réunions-là où on parle de trucs mais super sympas, mais qu'il n'y a pas il y a pas il y a pas de patient. Pour dire, mais... Et ça, si demain, tout le monde pouvait avoir une charte, telle et telle conférence, OK, mais où est la représentante d'une association? C'est pour ça que Anne, ce que vous faites ensemble, je trouve que c'est formidable et il faut plus. Et moi, je suis là pour pousser plus. Voilà. Merci, parce que justement, c'est une transition toute trouvée. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais cet épisode, il est enregistré dans le cadre de la journée patient et pharma, qu'on organise le 4 décembre à la maison à Trocadéro, où J est partenaire et on aura le plaisir de t'y retrouver. Oui. Non, mais c'est formidable. Et je pense que ça va être une très belle journée. Donc là, je
rajouterais pharma et medtech parce que c'est 3 mondes qui doivent coexister parce qu'on est tous liés. Parce que le parcours, il y a effectivement le dépistage, le diagnostic, puis les traitements. Donc, je rajouterai medtech l'année prochaine. Avec plaisir. Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Cécilia. Merci, Marguerite. D'être venue à mon micro. Merci. À bientôt.